Et dire que ce ne devait être pour ce pompier qu'un entraînement classique de lutte contre le feu. Ces hommes en jaune appartiennent au corps des marins-pompiers de San Diego, en Californie. Leur mission, circonscrire les feux qui se sont déclarés sur des bateaux. Tous les mois, à tour de rôle, ces soldats du feu répètent sur de vieilles embarcations les règles fondamentales à respecter en cas d'incendie. Aujourd'hui, c'est au tour de Charles d'accomplir ces exercices de routine. À son programme, l'extinction d'un brasier. Mais avant de l'éteindre, il faut l'allumer. Il asperge donc d'essence des détritus entassés, puis embrase la torche, qui va littéralement mettre le feu aux poudres. C'est comme si j'avais pris un coup de poing dans l'estomac. Mes pieds étaient par-dessus ma tête et j'étais complètement encerclé par les flammes. Pour bien comprendre ce qui est arrivé à Charles, nous sommes allés à Marseille interroger ses homologues français, les marins-pompiers militaires qui protègent la cité phocéenne. Il a jeté donc sur ces matériaux solides, des chiffons, des cartons, donc de l'essence. On peut supposer que ça a ruisselé sur ces matériaux solides et que ça s'est accumulé en partie basse. Et en même temps, on a l'essence qui produit des vapeurs. Ces vapeurs sont plus lourdes que l'air et restent stockées en partie basse du bateau. C'est pour ça qu'on voit bien quand il présente sa torche en partie haute, il ne se passe rien. Et à un moment donné, quand il la baisse, et c'est là que l'explosion a lieu. Alors comment Charles et ses partenaires ont-ils pu commettre une telle erreur? Tout le monde le sait, les pompiers en premier, il y a un geste à éviter absolument. C'est celui de jeter de l'alcool à brûler, de l'essence ou tout autre produit inflammable directement sur le brasier. Résultat, l'explosion est inéluctable. Elle projette Charles dans les airs et le propulse violemment sur le dos. Charles est prisonnier des flammes. Il n'a aucun moyen de s'échapper, si ce n'est les autres vedettes qui sont restées sur le plan d'eau. Mais ces vedettes, il y a un seul pilote à bord et il n'y a pas d'équipe de secours. Imaginons qu'après l'explosion, qu'il ne puisse pas se relever, personne n'aurait été capable d'aller le chercher. Charles ne peut donc compter que sur lui. Et instinctivement, il a le bon réflexe. Je ne voyais que des flammes autour de moi. Il fallait que je sorte de là. Après quelques secondes, j'ai escaladé le rebord du bateau et je me suis laissé tomber dans l'eau. Vu l'importance de l'explosion, il a eu de la chance de ne pas perdre connaissance. Parce que dans ce cas-là, il serait resté au milieu des flammes et ses chances de survie auraient été quand même très limitées. Sa chance, c'est aussi sa combinaison anti-feu, la même que celle qui équipe les 2000 marins-pompiers français. Sa tenue se compose d'une veste, d'un pantalon, de bottes en caoutchouc, de gants en caoutchouc. Sous cette tenue, nous avons une combinaison en coton avec des sous-vêtements en coton, une cagoule, ici, des lunettes de protection et un casque. De cette manière, lors des phases d'allumage, le bout de feu sera protégé le mieux possible. Oui, c'est vrai, mon équipement m'a sauvé la vie. Sans lui, je ne serais sûrement pas là, ou alors dans quel état? Charles est sorti indemne de cet accident. Ni brûlure, ni même une égratignure. Aujourd'hui, il est toujours marin-pompier à San Diego. Même s'il a juré depuis la naissance de ses jumeaux d'être beaucoup plus prudent, il n'a aucune envie de renoncer à son métier, sa passion, même après cette explosion. Le plus terrorisé n'est pas toujours celui qu'on croit. À votre avis, de ce cobra et de ce chasseur de serpents, lequel des deux menace l'autre? Nous sommes dans le désert sud-marocain en compagnie de chasseurs de serpents. La chasse au serpent est une activité qui se pratique de père en fils. Donc on ne devient pas charmeur de serpents ni captureur de serpents. On est dans une famille où l'on peut devenir charmeur de serpents comme ses parents. Et ils ne sont qu'une centaine dans le monde. Parmi eux, Matar, 35 ans de chasse aux serpents, est l'un des plus beaux palmarès. Aujourd'hui, il traque un cobra. Ses traces fraîches l'ont conduit jusqu'à ce trou. Ce chasseur est en train de chasser un cobra égyptien qu'on appelle Naja ajae, qui est une espèce très abondante en Afrique, qui se trouve dans toute l'Afrique du Nord et qui descend jusqu'au Mozambique. Sans aucune appréhension ni mesure de sécurité particulière, Matar commence alors à creuser. Le cobra s'est réfugié au fond de son repère, 3 mètres plus bas. Après 10 minutes de recherche, à l'aide d'un miroir, Matar aperçoit enfin le reptile. La première partie de sa mission est remplie. Là, en l'occurrence, on a un spécimen qui doit faire environ entre 1,50 m et 1,80 m. Bon, ce qui est déjà une belle bête, mais on en trouve qui dépasse allègrement les 2 mètres. 2 mètres et une puissance redoutable.
il est capable de tuer un être humain avec simplement 15 mg de venin. Il a un venin qui est de type neurotoxique, c'est-à-dire que c'est un venin qui s'attaque aussi au système nerveux. Les victimes, souvent, vont mourir tout simplement d'asphyxie. Et en quelques heures à peine, des risques qui n'arrêtent pas Matar. Il continue d'exciter, d'agresser le cobra qui ne sort toujours pas. Mais après un dernier coup de pelle, et à force de lui tirer sur la queue, voilà le résultat. Le serpent a donc décidé de contre-attaquer. Une riposte qu'espérait Matar. Désormais, leur face-à-face, leur duel peut débuter. Bien entendu, il n'y a pas d'immunisation contre le venin du serpent. Le chasseur, travaille son filet. En cas de morsure, il court exactement les mêmes risques que n'importe lequel d'entre nous. Et justement, deuxième partie de sa mission, capturer ce reptile, l'étape la plus délicate. Touché? Mordu? Pas du tout. La distance de sécurité pour ne pas se faire mordre est très précise. Elle correspond à la hauteur d'où l'animal se dresse. Donc on peut approcher les animaux d'assez près, en ayant bien sûr la possibilité de se reculer si l'animal attaque, sans se faire mordre. Et Matar, comme seuls les chasseurs de serpents savent le faire, maîtrise parfaitement ce geste. Il n'a jamais été mordu. Pourtant, si un cobra se déplace à 7 km/h, ses attaques sont fulgurantes. Bon, là, c'est pas le serpent le plus rapide qui existe. Un des plus rapides, par exemple, c'est le serpent à sonnette, qu'on voit dans tous les westerns, et qui, lui, tape quand même à 108 km/h. Un cobra, lui, frappe à plus de 80 km/h. Mais celui-là ne devrait plus être dangereux. En effet, ce soir, il sera vendu pour 50 francs à un charmeur de serpents qui lui arrachera immédiatement ses 2 crochets venimeux avant de l'exhiber sur les places de marché. Les serpents que l'on peut voir lors de vacances au Maroc sont effectivement les mêmes animaux que vous pouvez voir à l'image. Et voilà comment un serpent mortel devient une bête de foire inoffensive. Quant à Matar, il sera dès demain sur les sentiers de la chasse, prêt à risquer sa vie pour traquer les serpents. Elle voulait absolument goûter à ces nouvelles sensations. C'était l'un de ses premiers sauts, ça a bien failli être le dernier. Dernier né des sports extrêmes, le best jump. Né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, cette discipline a débarqué en France il y a 9 ans. À peine un petit millier de pratiquants réguliers dans le monde, dont moins de 20 dans l'Hexagone. Le base jump, c'est ni plus ni moins que du parachutisme. Quand même, une grosse différence près, c'est qu'il n'y a pas d'avion. Mais le principe, c'est faire de la chute libre à partir d'un point fixe. Alors ça peut être une falaise, un immeuble, une antenne. Théâtre privilégié, les pics rocheux, et en particulier les gorges du Verdon, rendez-vous incontournable pour rivaliser d'audace. Pour moi, le base jump, c'est pas un sport de kamikaze. C'est un sport qui comporte des risques. Après, je pense que le plus gros danger vient des individus et de la manière dont ils pratiquent. Exemple, Michelle, sportive assidue et parachutiste confirmée. Venue tout droit de San Francisco, elle est le 10 août dernier au sommet de la falaise de l'Escalès, dans les gorges du Verdon. À ses côtés, son mari, un base jumper de haut vol et un instructeur français qui connaît parfaitement le site. Pour Michelle, en revanche, c'est l'une de ses premières expériences en base jump. Et voilà ce qu'elle doit affronter. Le sol est 300 mètres plus bas. Angoisse, pression, dernière recommandation. Just commit yourself. Great aggression, nice step launch. Concentration. You'll be right. Ultime expiration. Et enfin... 5, 4, 3, 2, 1. 2 secondes de chute libre, puis elle ouvre son parachute. Mais là, c'est l'accident. La fille a fait un départ correct, bonne impulsion. En revanche, elle a tiré son parachute au bout de 2 secondes. Et là, il s'est produit une mauvaise ouverture. Une ouverture molle, malsaine, qui a eu pour effet de l'orienter face à la paroi.
Elle a été relativement passive et ça a été une erreur de sa part. Donc elle a subi le reste du saut. À 90 km/h, Michel a donc ouvert son parachute beaucoup trop tôt. Elle aurait dû attendre 5 secondes. Certains base jumpers ici patientent même 7 secondes à seulement 80 mètres du sol pour libérer la voile. Michel, elle, a eu un mauvais réflexe qui la conduira 3 fois sur la paroi avant de terminer sa folle descente sur une terrasse. Elle se trouve sur une terrasse qui s'appelle Jardin des Écureuils et qui est à 60 mètres du bas de la falaise. Et la personne se trouve au-dessus du parachute dans une situation inconfortable, le dos contre la paroi et au-dessus du vide. Grâce à un téléphone portable, les secours sont alertés. En moins de 10 minutes, les pompiers volontaires de la Palus-sur-Verdon, le village en contrebas, sont sur place. Le temps de s'équiper et les voilà partis pour 180 mètres de rappel à la verticale. Jackie sera très vite auprès de Michel. Elle est inconsciente. Donc en arrivant sur la victime, le premier acte du secours, ça a été d'assurer la victime à la falaise pour ne pas qu'il y ait une deuxième chute dans l'hypothèse où la toile du parachute se serait déchirée. Oui. Michel est désormais soutenu, mais il est impossible de la remonter. C'est donc par la voie des airs que l'on va tenter de la ramener à terre. L'hélicoptère entre alors en scène. Il a fallu envisager plusieurs solutions, mais la solution du treuillage de secouristes à proximité immédiate s'est révélée possible et c'est ce que nous avons fait. En effet, la configuration des lieux rend difficile l'intervention. À flanc de falaise, les rotors de l'hélicoptère ont l'interdiction de s'approcher trop près. Pourtant, il y a urgence. La jeune femme est toujours évanouie. Après réflexion et observation minutieuse du site, Michel Levêché, le pilote, entame sa manœuvre. On ne pouvait pas intervenir au-dessus d'elle parce qu'on aurait soufflé la toile du parachute, ça aurait pu être très dangereux. Et on est resté un peu à distance. En stationnaire, le pilote maintient son hélicoptère à proximité de la victime. L'intervention dure au total moins de 50 minutes. Nous avons d'abord élitroyé une équipe de secouristes avec un médecin. Lorsque le médecin l'a eu médicalisé, cette personne, on l'a de nouveau élitroyé pour l'emmener à l'hôpital de Draguignan. Et le bilan médical est étonnamment positif. Michel ne souffre que de contusions légères et d'une double fracture de la jambe. C'est-à-dire finalement pas grand-chose au regard d'une telle chute. Elle voulait frissonner, elle a été servie. Ce surfeur va prendre tous les risques pour éprouver encore plus de frissons. Nous sommes dans les Alpes suisses. Dave Barlia est un adepte des sports alternatifs. Il a décidé de combiner ses deux passions, le snowboard ou surf des neiges et le base jump, qui consiste à sauter en parachute d'une montagne. Un plongeon vertigineux pour une sensation extrême. Dave prépare ce saut depuis plusieurs mois. 460 mètres de chute libre, 460 mètres de plaisir intense. Après s'être élancé dans les airs, Dave se sépare de sa planche puis très vite ouvre son parachute. Regardez le même saut filmé d'un autre angle, depuis un hélicoptère. Le snowboard lui aussi est équipé d'un parachute. Il va pouvoir atterrir en douceur aux côtés de Dave. Pour moi, il n'y a pas de meilleure sensation au monde. C'est un sentiment de liberté totale. Je tombe, je regarde plus bas, je vois défiler les falaises, la vallée. Je suis incroyablement léger. Je vole comme un oiseau. Un vol magique qui comporte toutefois une grande part de risque. C'est le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais offert. Oui, mais voilà, ce qu'il considère comme une peluche est en réalité un prédateur féroce. Le meilleur ami du petit Xan répond au doux nom de Dooms. C'est un grand et beau guépard d'Afrique. Un homme est venu à la maison, il cherchait du travail. Mais on n'en avait pas à lui offrir. Alors il a ouvert son manteau. Vous ne voudriez pas acheter ça par hasard? Et c'était Dooms. Il n'avait que la peau sur les os. L'animal est alors un bébé guépard famélique que Xan, qui a 3 ans, nourrira personnellement tous les jours. Son père veille, mais le jeune enfant et le félin deviennent très vite complices. Ils sont inséparables. C'est incroyable. C'était une bête sauvage transformée en animal domestique. Au bout d'un moment, c'était comme avoir un chat ou un chien à la maison, tout simplement. Évidemment, ce contexte est tout à fait original parce que c'est très rare de voir un félin adopté par une famille et qui se retrouve domestiqué. Et celui-ci l'a été dès son plus jeune âge. C'est la raison pour laquelle les enfants peuvent se permettre de l'approcher de cette manière. Dooms est devenu l'ami de la famille. Mais c'est Xan qui s'en occupe, le brosse, le lave, le sort. Comme un classique animal de compagnie.
Ils étaient tous très nerveux. Ils pensaient que c'était un animal sauvage. Et s'il m'attaquait, me mordait. Mais Dooms était très gentil, il ne mordillait qu'un petit peu. Il ne me faisait aucun mal. Là, il est capable, si jamais son instinct sauvage se réveillait, il serait capable de tuer cet enfant d'un coup de patte. Mais parmi les félins, il n'est pas le plus dangereux, dans la mesure où il a un poids relativement faible par rapport à sa taille, et où c'est peut-être celui qui évite le plus facilement l'homme. C'est-à-dire qu'il n'affrontera pas directement l'homme dans un contexte bien particulier. Il faudrait qu'il soit véritablement surpris pour le faire. Le guépard serait avec le puma et le lynx le plus proche cousin du chat. Néanmoins, il a comme tous les félins un redoutable instinct de chasseur qui en fait un animal dangereux. Une considération que le père de Xan décide délibérément de négliger. Alors évidemment, tant qu'ils sont petits, ils ressemblent tellement à des peluches et ils se prêtent tellement facilement au jeu qu'une famille comme celle-ci n'a pas eu la moindre inquiétude sur la familiarité que pouvaient avoir les enfants avec ce guépard. Mais une fois adulte, il ne s'agit plus tout à fait du même enjeu. Ma mère était toujours inquiète pour ma sécurité. Elle pensait, c'est un animal sauvage et lui un petit garçon. Il pourrait être facilement son casse-croûte. Mais mon père pensait qu'il n'y avait aucun danger, que j'étais en sécurité. Tellement en sécurité que le père de Xan n'hésite pas à aller chercher son fils à l'école en compagnie du fauve. Dooms est alors aussi docile avec Xan qu'avec ses petits camarades. Sur ces images, on voit très bien que le guépard, par moment, est excédé, on va dire, qu'il est agacé par ce que font tous les enfants, en fait. Les enfants viennent là, ils tirent la queue, comme ils font avec n'importe quel chat qui va donner un petit coup de griffe. Mais avec un animal de cette force, c'est toujours beaucoup plus dangereux. Donc laisser des enfants s'approcher comme ça et faire un petit peu n'importe quoi avec l'animal, moi je trouve que c'est vraiment risqué. Dooms, qui pourrait redevenir à tout moment dangereux, pèse 100 kilos et ses crocs sont acérés comme des lames. Pourtant, à aucun moment il n'en fera usage contre les enfants. D'ailleurs, désormais domestiqué, il ne ferait de mal à personne. Et c'est bien ça le problème. Cet animal, maintenant, est beaucoup trop habitué à la vie en captivité. On le relâcherait aujourd'hui dans la nature, il serait voué à mourir tout de suite, ou parce qu'il ne saurait pas chasser, son instinct de chasse ne serait pas assez développé, ou alors parce qu'il serait tout de suite attaqué par un autre groupe de fauves et il mourrait. Mais Dooms n'a jamais été relâché. Il est resté toute sa vie au contact de Xan. Une histoire d'amitié exemplaire, mais qu'il ne faut surtout pas imiter. Beaucoup d'espèces sauvages sont menacées d'extinction, c'est des animaux qui deviennent très rares. Lorsqu'un particulier acquiert un animal comme celui-là, ça veut dire que par derrière, il y a tout un commerce, en général illégal, qui sévit et qui fait beaucoup de mal à l'espèce dans la nature. Xan avait 7 ans lorsque Dooms est décédé de mort naturelle. Une disparition qui, bien évidemment, a affecté le petit garçon. Aussi, pour surmonter sa tristesse, 8 ans plus tard, Xan a adopté un nouveau copain. Vous avez deviné? Xan vous présente Sheila. Une série de tonneaux synchronisés entre ce pilote et sa moto, et pourtant vous n'avez encore rien vu. Grand Prix de Superbike sur le circuit de Monza en Italie. Au départ, les meilleurs pilotes moto du monde. Sur leurs 750 cm3, ils doivent effectuer 30 tours de ce circuit long de 5 km. Une course extrêmement rapide avec des vitesses de pointe qui peuvent aller jusqu'à 300 km/h, comme ici, sur cette ligne droite. Sous les objectifs des caméras, les concurrents négocient des virages de plus en plus serrés, avec parfois des sorties de route, comme ici, celle de Troy Corser, qui heureusement a gardé le contrôle de sa moto. Maintenant, regardez attentivement le numéro 4, c'est Akira Yanagawa. En plein virage, alors qu'il prend appui sur son genou, il perd l'équilibre et est projeté dans les airs. D'un autre axe de caméra, on se rend compte qu'il prend trop d'angles. Sa roue avant décroche, perd l'adhérence et le déséquilibre. Il lui est impossible de redresser son engin. Simultanément, Yanagawa et la moto effectuent une série de tonneaux. Le réservoir, percé par la violence du choc, laisse échapper de l'essence. Une véritable bombe à retardement qui, dès qu'elle s'immobilise sur la piste, explose. Dans un ultime sursaut, le pilote japonais se relève péniblement. Un dernier regard vers sa moto en feu, il s'écarte de la piste. Il est rejoint très vite par les secouristes et les membres de son écurie. Transporté à l'hôpital, Akira Yanagawa ne souffre que de quelques brûlures et d'une fracture au poignet.
Ce virage mal négocié aurait pu mettre un terme à la carrière très prometteuse d'Akira, qui aujourd'hui est toujours parmi les meilleurs de sa catégorie. Arrêter un alligator en cavale ne fait pas encore partie du programme des écoles de police. On a confié au caporal Bill Nelson une mission très particulière, capturer une créature redoutable. Cet alligator de 3 mètres, à la recherche de l'âme sœur, s'est aventuré dangereusement tout près des habitations de la région d'Hillsborough, en Floride. Première étape, essayer de l'aveugler à l'aide d'une serviette pour faciliter l'approche. Mais l'animal ne l'entend pas de cette oreille. Deuxième tentative concluante cette fois, Bill Nelson doit maintenant lui passer un nœud coulant pour l'immobiliser. J'ai pas vraiment envie que cette bestiole me morde. Bien qu'emprisonné par la corde, le fauve de 60 kilos se débat furieusement. Nouvel essai pour lui cacher la vue. Toujours sans succès. Les heures passent, le policier ne se décourage pas. Pensant que l'alligator s'est assoupi, il décide d'en venir directement aux mains. Mais il n'a pas l'avantage du corps à corps. J'ai eu très peur quand il a commencé à rouler avec moi. Je me suis retrouvé dans la position que je ne voulais pas vraiment avoir. Ces animaux, quand ils sont excités, sont vraiment incontrôlables. Et malgré cette grosse frayeur, Bill Nelson recommence. Cette ultime chevauchée sera la bonne. D'une main, il neutralise la redoutable mâchoire. De l'autre, il maintient fermement une patte arrière. En dépit des soubresauts du saurien, il ne lâche pas prise et parvient à fermer la gueule du monstre. Ma femme pense que je suis fou, et ma fille, elle, un jour elle pense que je suis un héros, et le lendemain, un imbécile. Un homme courageux en tous les cas. Mission accomplie pour le caporal Bill Nelson. Le voile contact, un exercice de haute voltige où le moindre écart est toujours synonyme de drame. Cérémonie d'anniversaire de l'Université de Toronto. Les parachutistes de l'armée de l'air canadienne s'en donnent à cœur joie. Les spectateurs sont ravis, la parade est superbe. Comme en témoignent ces premiers atterrissages, le vent est quasiment nul. Une météo idéale. Le final de la démonstration va pourtant tourner au fiasco. À quelques secondes de l'atterrissage, 2 des 4 parachutistes se heurtent. Leur voilure s'enroule et c'est le drame. Ce qui me choque, moi, en premier, sur cette figure, c'est la faible hauteur jusqu'à laquelle ils la tiennent. En compétition, par exemple, les séparations, elles se font à 800 mètres du sol pour éviter de se faire mal. Et en saut de démonstration, comme ils sont en train d'effectuer, nous, en général, on sépare au minimum à 400 mètres. Alors que là, lorsqu'on voit les images, ils doivent se situer à 150-200 mètres, ce qui est complètement inconscient. Le choc est d'une violence inouïe. Le premier parachutiste s'écrase littéralement sur le toit de l'université, alors que le second voit sa chute heureusement freinée par un arbre. Le b.a.-ba du voile contact, c'est de se séparer toujours par le bas. Donc on va constater que le pilote qui se situe donc en haut de la formation fait la plus grosse erreur. Il lâche ses camarades alors que la séparation aurait dû s'effectuer par le 4e qui est situé le plus bas. L'erreur fondamentale, c'est la séparation par le haut qui est complètement rédhibitoire en voile contact. Jamais on ne fait ça. Dès lors, l'équipage n'a plus de chef. L'accident est inéluctable. Deuxième erreur, c'est la séparation des 2 ailiers qui auraient dû partir le plus loin possible du centre de la formation. Comme on le voit, lorsqu'il se lâche, le parachutiste situé à droite s'écarte trop peu et revient vers le centre de la formation et va percuter le parachutiste situé immédiatement en dessous de lui. Très vite, les secours se mobilisent. Vu du sol, le parachutiste ne donne plus signe de vie. Mais en quelques secondes, on passe de l'angoisse au soulagement. Le pouce levé de ce sauveteur est formel. Les 2 hommes sont indemnes. Pourtant, le pire a vraiment été évité de justesse.
C'est vrai que le bilan est heureux parce que la voilure de ce parachutiste qui va impacter son petit camarade et reste bien gonflé. Il se débat pourtant pour essayer de se débarrasser. Heureusement, il ne réussit pas et l'ensemble est porté par cette voile qui était bien gonflée. S'il avait lâché son camarade, vous imaginez bien avec une voile en chiffon, le camarade en question serait tombé très vite et le bilan aurait été tout autre. Les deux parachutistes s'en sortent miraculeusement. Au vu de ces images, ils ne semblent même pas sonner. Mais comment expliquer tant de maladresse de la part de professionnels expérimentés qui en étaient à leur 800e saut? Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, en France, par exemple, les équipes de France, elles ont 4 ou 5 000 sauts à leur actif, 2 voiles contact. Ça veut dire des jours et des jours et des semaines d'entraînement pour réaliser les figures en toute sécurité. Donc 800 sauts, ça veut rien dire en soi. Sur ces images d'entraînement, on voit l'équipe de France tenter et réussir cette figure du diamant. La formation est stable, la séparation parfaite et surtout effectuée à plus de 800 mètres du sol. Peur sur la ville, un quartier tout entier menace d'exploser. 11 septembre 98, banlieue de Séoul. Une station-service en travaux vient subitement de prendre feu. Toutes les brigades de pompiers sont sur place. Leur priorité, évacuer rapidement le quartier. Un hélicoptère de la télévision locale survole et filme l'incendie. Mais comment un tel sinistre a-t-il pu bien être? Alors qu'on essayait de réparer une fuite, il y a eu une étincelle provenant d'un véhicule qui faisait le plein. Le feu s'est déclenché et s'est immédiatement propagé. Une simple fuite est donc à l'origine de ce cataclysme, mais le pire reste à venir. Des centaines de bouteilles de butane sont peu à peu gagnées par les flammes. Mais surtout, un camion-citerne était en train d'approvisionner les cuves souterraines lorsque l'incendie a démarré. Tout autour, les pompiers s'activent, mais ils réalisent très vite qu'ils n'ont plus qu'une seule issue, la fuite. Car soudain, c'est l'explosion. Une boule de feu de 45 mètres de diamètre jaillit dans le ciel. Le camion vient tout juste d'exploser et des débris sont projetés aux alentours sur un périmètre de 100 mètres. Pourtant, il règne une certaine sérénité dans les rues. Inconscients, les badauds continuent d'observer ce spectacle hallucinant. Puis, une série de petites explosions se succèdent. Pensant que le pire est derrière eux, les pompiers repartent à l'assaut des flammes. Mais ils ont été présomptueux. C'est au tour de l'une des cuves d'exploser brutalement. Une nouvelle boule de feu s'élève au-dessus du quartier. Une épaisse fumée noire se propage sur plusieurs kilomètres. 56 pompiers sont blessés et c'est un véritable miracle que le bilan humain ne soit pas plus lourd. 8 immeubles seront entièrement détruits ainsi qu'un grand nombre de véhicules en stationnement. Il faudra plus de 3 heures pour venir définitivement à bout du sinistre. Un paysage totalement calciné par ce type d'explosion, appelé par les spécialistes un blève. Un blève est en fait un terme utilisé par les pompiers pour définir une explosion de vapeur due à l'évaporation d'un liquide en ébullition. Comme le démontre ce test, un blève se produit lorsqu'une cuve fermée et remplie de liquide inflammable est exposée au feu. Lorsque le liquide bout, la pression provoquée par le pétrole augmente et celui-ci explose. C'est exactement ce qui s'est produit ce jour-là en Corée du Sud. Aucune chance d'échapper aux mâchoires du Grand Blanc. Son attaque est toujours fulgurante. La preuve. Nous sommes en Australie, dans le sud du pays. L'un des derniers endroits où vivent encore ces monstres des mers, les requins blancs. Le requin blanc, c'est l'animal mythique, c'est le plus grand, le plus beau, le plus fort et aussi le plus rare. C'est un animal malheureusement en voie de disparition, il a été énormément pêché. À sa naissance, il mesure déjà 1,20 m et le plus gros qui ait été pêché, il devait mesurer 8,50 m de long. Pour 4 tonnes de poids, Roch Pescadère est l'un des seuls caméramans français à avoir pu filmer et donc approcher des requins blancs. Une réelle prouesse. Quand on veut voir un requin blanc, il faut faire partie d'une expédition, d'un charter. Il faut appâter la bête pour qu'elle sorte de son trou. C'est pas évident, c'est pas une rencontre que l'on fait naturellement. Et c'est ce qu'ont fait ces plongeurs. Ce jour-là, ils voulaient tester une nouvelle combinaison anti-requin. Impossible car trop dangereux de vivre l'expérience eux-mêmes. Alors ils utilisent un mannequin. Dans l'eau, rôde une bête de 5 mètres, son poids, 2 tonnes. Les dents d'un requin blanc de cette taille doivent mesurer 4 cm de long à peu près, elles sont tranchantes comme des rasoirs. Et surtout, quand le requin blanc referme sa mâchoire, vous avez plusieurs tonnes de pression au centimètre carré. Mais ça n'inquiète nullement ces plongeurs. Pour attirer le requin, ils jettent à l'eau morceaux de viande et litres de sang.
Ils peuvent maintenant envoyer à la mer le cobaye, équipé d'une combinaison qui est donc en cotte de maille. Dès lors, il ne faut attendre que quelques secondes pour observer l'attaque. Comme on lui a mis sous le nez, avant de jeter la combinaison, des bouts de viande, tout naturellement, lui voit quelque chose qui flotte, il l'attrape. Vous voyez, et il l'attrape, il serre sa mâchoire, il fait des convulsions sur lui-même. Alors il faut savoir que c'est un animal, ça, qui doit peser au moins 2 tonnes. Alors je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, 2 tonnes qui tournent, ça broie complètement le mannequin. Un mannequin qui a effectivement souffert. Remonté à la surface, les plongeurs constatent l'étendue des dégâts. La cotte de maille peut protéger la peau contre le contact des dents, mais pour des requins d'une taille d'1,50 m, 2 mètres. Mais pour un monstre comme le requin blanc, ça ne sert strictement à rien. La combinaison est coupée sur plusieurs centimètres, lacérée en de multiples endroits. Le requin, en moins de 4 secondes, l'a littéralement déchiquetée, alors que pour lui, elle n'avait aucune saveur. Imaginez donc un homme à l'intérieur. Écoutez, si c'était un homme à la place du mannequin dans la combinaison, il serait pas beau à voir. Il serait complètement désarticulé, ce serait vraiment un steak haché. Alors que faire? Comment côtoyer ces monstres? Pour les plongeurs, existe-t-il des parades anti-requins blancs? La combinaison anti-requin, elle n'existe pas. Je crois que la meilleure protection, c'est d'être bien entouré, avec des gens qui savent précisément gérer le comportement des requins et qui savent prévenir quand il le faut pour faire surface et attendre que les choses se passent. Entre l'Australie et l'Afrique du Sud, aujourd'hui, il reste à peine quelques milliers de requins blancs. C'est peu, ils sont rares, vous n'avez donc que peu de chances de les croiser lors de vos baignades. Tant mieux. Décollage parfait pour une cascade inédite, mais la réception, elle, était mal calculée. Nous sommes dans la campagne anglaise. Matt Coulter, un cascadeur australien, va tenter un nouvel exploit. Sauter en quad par-dessus un bateau amarré sur la Tamise. Malgré un bon départ, Matt ne parvient pas à prendre suffisamment de hauteur. Il percute l'embarcation et retombe lourdement dans l'eau. Tout de suite, des spectateurs se précipitent pour lui venir en aide. Matt est sain et sauf, mais extrêmement déçu. Encouragé par le public, il se promet de ne pas rester sur cet échec. Je ne me considère pas comme un casse-cou car je n'ai aucune envie de mourir maintenant. Je préfère mourir de vieillesse. Je suis plutôt un artiste qui veut simplement divertir son public. Ce que je fais, c'est vraiment du spectacle. 2 mois plus tard, Matt est prêt à prendre sa revanche. Au même endroit, il va tenter à nouveau sa cascade. Mais la logistique est différente. Pour prendre plus de hauteur, le tremplin a été rallongé de plusieurs mètres et surélevé. Le bateau, lui, est maintenant perpendiculaire à la rive. Un dernier coup d'œil pour s'assurer que tout est bien en place, et c'est parti. Le saut est réussi, mais l'atterrissage catastrophique. Cette fois, Matt a pris trop d'élan. Il est retombé plus loin qu'il ne l'avait prévu et s'est cassé la jambe. Au ralenti, on constate que le cascadeur perd le contrôle de son quad au moment de la descente. Malgré ce deuxième échec, Matt n'est nullement découragé et pense déjà à l'avenir. C'était cool ou pas? Je vous promets que je vais recommencer. Je reviendrai. C'était spectaculaire au moins? Ce n'est ni un tremblement de terre ni un bombardement, mais un glissement de terrain qui est à l'origine de ces ravages. Et dire que c'était l'un des plus beaux faubourgs de Los Angeles, Laguna Niguel, habité par les plus grosses fortunes californiennes. Sur plusieurs dizaines de kilomètres, s'étale tout le luxe et la prospérité américaine. En un mot, le paradis. Mais un paradis qui un jour va se transformer en enfer. Tout a commencé en 1995. Sans prévenir, un pan de la colline s'écroule sur un court de tennis. C'est le début du cauchemar. La maison appartient à cet homme, Charles Covan, qui le premier s'est rendu compte du danger de la situation. J'ai d'abord remarqué des lézardes dans les fondations et à l'extérieur. Mais le plus alarmant, c'est quand j'ai vu des fissures à l'intérieur de la maison. Aucune maison, aucune avenue n'est épargnée. Rapidement, tous les riverains constatent des détériorations impressionnantes sur les murs, sols, vérandas et même fenêtres. J'étais très frustré car les experts et autres responsables de la ville me disaient qu'il n'y avait rien d'alarmant.
Mais au fond de moi, quelque chose me disait qu'ils avaient tort. Ces fissures sont en réalité les prémices, les premiers signes visibles du glissement de terrain. Le glissement de terrain est un phénomène qui se développe progressivement et qui se traduit en surface par des tassements assez lents qui peuvent durer pendant des jours, voire des semaines. Et puis un jour, brutalement, il y a la masse qui se décroche et qui glisse vers le bas. Le déclenchement, la rupture, se produit généralement à cause de pression d'eau souterraine en particulier. C'est justement ce qui s'est produit. L'hiver 98 est particulièrement rude. La pluie se déverse dans les canalisations, l'eau poursuit son œuvre de destruction et le sol, constitué de craie, commence à s'affaisser. Les fissures devenaient si importantes qu'il était impossible de les réparer. Des travaux de fixation du sol sont alors entrepris. Problème, il est trop tard. Les géologues découvrent avec effroi l'état du périmètre. 3 ans après les premières fissures, le glissement de terrain est imminent, mais surtout imprévisible. Les autorités prennent la seule mesure qui s'impose. La seule solution, eh bien, c'est de faire partir les habitants. Un ordre d'évacuation qui précédera de quelques heures à peine cette terrible nuit du 19 mars. Voilà au petit matin ce qui reste de cette maison, la porte du garage. Autre propriété, autre désolation. Un de nos voisins nous a dit « Barbara, ta maison se lève comme le Titanic. La porte du garage s'est soulevée, puis elle a glissé doucement. » Les glissements de terrain peuvent affecter des épaisseurs de terrain qui vont du mètre jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, voire des centaines de mètres dans le cas de très grands glissements. Il est évident que les fondations d'une maison ne sont pas à l'échelle de ces grands glissements. Il est donc impossible de prévoir la durée, la profondeur ou encore la superficie exacte d'un glissement de terrain. Ainsi, à Laguna Niguel, toutes les habitations ont été touchées. C'était notre maison. On y a de bons souvenirs qui ne seront jamais remplacés. Oui, c'est votre mémoire. Il n'y a pas que des portes, des fenêtres, des planchers qui tombent de cette colline. C'est votre mémoire qui s'écroule. Trop de pluie, trop de boue, trop de poids sur un terrain trop friable. Le scénario est toujours le même. Au total, même s'il n'y a fort heureusement aucune victime à déplorer, ce sont des millions de dollars de dégâts ensevelis sous les décombres de Laguna Niguel. Aucun des sinistrés n'a été dédommagé, aucun d'entre eux n'avait d'assurance spécifique. Une situation que cet homme a également connue. Michel Maresco est le maire de Villerville, une commune de Normandie qui, le 13 janvier 82, a connu les mêmes scènes de désolation. À cet endroit-là, on a eu énormément de dislocations de terrain, des bouleversements relativement importants. Donc les maisons se sont ou cassées ou effondrées. Un désastre qui, à l'époque, n'a été pris en charge ni par l'État, ni par les assurances. C'était une catastrophe personnelle, une catastrophe familiale, une catastrophe patrimoniale, parce que les gens qui disposaient de biens ont tout perdu. Ce qui a été ressenti par la population, c'est le contre-coup d'un travail intense pour pouvoir avoir une maison et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Mais pour lutter contre la fatalité, la France, qui enregistre une quarantaine de glissements de terrain par an, a décidé, quelques mois après la catastrophe de Villerville, de légiférer. Depuis 1983, une loi indemnise les victimes de glissements de terrain classés catastrophes naturelles. Parallèlement, un programme de prévention des risques a été initié. Des risques qui, malgré ces précautions, demeurent la hantise des habitants. Empoignade à haut risque entre un plongeur et une pieuvre a priori inoffensive. Mais dans les eaux profondes, une telle rencontre peut être périlleuse. Au large des côtes canadiennes, une équipe de plongeurs explore les fonds sous-marins. Leur mission, étudier le comportement des pieuvres. Doug Pemberton vient de découvrir le repère de l'une d'elles et n'hésite pas à s'en approcher pour faire sortir l'animal. Mais ce dernier perçoit cette intrusion comme une agression. Regardez bien sa réaction. Immédiatement, ses tentacules en serrent le bras et la tête de Doug. Elle se colle à son masque et exerce une pression dangereuse sur son détendeur, risquant ainsi de le priver d'oxygène. Le plongeur est alors dans une position critique.
Si le poulpe ne lâche pas son étreinte au plus vite, Doug peut se noyer. Mais c'est un plongeur professionnel qui sait gérer ce type de situation. La priorité, rester calme, mesurer ses gestes et surtout, ne pas exciter davantage l'animal. Un corps à corps à haut risque est décrypté par Pascal Coutan, de l'Aquarium de La Rochelle. Alors là, nous sommes en présence d'une pieuvre des côtes du Pacifique, étant donné sa taille qui est quand même impressionnante. Là, on voit bien sa forme, sa structure qui est hérissée, donc parce qu'elle est en position de défense ou d'attaque. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et les plongeurs s'approchent. Visiblement, il dérange le poulpe qui devait être certainement en train de pondre ou de protéger ses œufs. Ce plongeur doit être très expérimenté. On voit, il fait des gestes très lents. Il essaie de se débarrasser du poulpe avec beaucoup de calme. Et c'est le meilleur moyen d'ailleurs pour se débarrasser de cet animal qui a 8 tentacules, qui ont chacune 250 ventouses, donc près de 2000 petites ventouses qui vous agrippent. Et puis quand vous êtes débarrassé d'une tentacule, il y en a une autre qui est là pour reprendre la suite. Donc c'est pratiquement impossible si le poulpe n'a pas décidé de partir de lui-même. Puissant, vif et intelligent, ce mollusque n'hésite pas à s'attaquer à des proies pouvant faire jusqu'à 10 fois son poids. Observez bien ce petit poulpe, pensionnaire d'un aquarium, en train de guetter un crabe. L'attaque est fulgurante. Après avoir paralysé sa proie, il l'entraîne dans son trou où pendant plusieurs heures, il va la maintenir prisonnière de ses tentacules, puis la manger en aspirant sa substance. Doug a été victime du même type d'assaut et là, il s'agit d'un spécimen de 20 kilos. J'avais un bras en l'air. Elle est venue s'enrouler autour de lui, puis très vite, en quelques secondes, elle s'est plaquée contre mon visage. Elle m'a pris pour son déjeuner et elle a essayé de me tirer dans son trou. En regardant ces images, on peut penser que la pieuvre est dangereuse pour l'homme. La pieuvre n'est pas un animal agressif, elle va simplement calquer son comportement par rapport à l'animal qui est en face, donc ou un agresseur, ou une proie, ou éventuellement un simple plongeur qui vient explorer. Donc c'est vrai que comme on l'a vu dans le film, on se rend compte que le plongeur est très calme, il retire un à un les tentacules, il n'y a aucun affolement de la part du plongeur, donc la pieuvre d'elle-même va se décoller et va s'en aller. J'ai finalement réussi à retirer les tentacules et les ventouses de mon masque. Puis elle est repartie dans son abri. Vous savez, en général, les pieuvres ne vous embêtent pas. Elles nagent au loin. Elles sont gentilles, très curieuses, et elles ne vous font aucun mal. Nous sommes donc loin de la créature mythique de 20 000 lieues sous les mers que Jules Verne imaginait au siècle dernier. Depuis, des études ont été faites. Et aujourd'hui, nous savons que les mollusques ont un cerveau aussi développé que celui des mammifères ou des primates. La pieuvre qui s'en est prise à Doug voulait simplement défendre sa future progéniture. Un instinct maternel en quelque sorte. Ne vous méprenez pas. Cet oiseau n'est pas là pour s'amuser, mais pour résoudre des problèmes qu'un jeune enfant aurait du mal à solutionner spontanément. Contrairement aux idées reçues, l'oiseau n'est pas idiot. Des naturalistes anglais tentent de briser cette légende. Pour y parvenir, ils ont mis au point toute une série de tests. Ce sont des expériences classiques qui ont été effectuées déjà avec des rats ou avec des oiseaux et qui ont toutes pour objectif d'étudier le comportement de l'animal, son pouvoir de mémorisation dans certaines circonstances et également son pouvoir d'apprentissage. Mais pour ces tests, les ornithologues n'ont pas choisi n'importe quel oiseau. Ils ont sélectionné des mésanges. La mésange, c'est un oiseau qui est particulièrement doué pour ce genre de sport, puisqu'elle est habituée à chercher sa nourriture en tous les endroits possibles et imaginables. Elle peut se suspendre aux pattes par les branches à tête en bas, et c'est un oiseau qui est vraiment très très vif. Premier test donc, celui de la ficelle. Plusieurs cordes, mais une seule a une noix à son extrémité. Cette épreuve permet de mesurer l'agilité de l'oiseau qui doit saisir la bonne ficelle, la remonter pour déguster le fruit. Le stimulus est très très important si on veut obtenir des bonnes réponses. C'est sûr que la nourriture, surtout dans un cadre où la nourriture quotidienne a été limitée, voire restreinte, c'est sûr que c'est ce qui marche pour le plus grand nombre d'espèces, ce qui marche le mieux. Deuxième exercice, la logique. Le principe, soulever 4 trappes consécutives pour délivrer une récompense. Regardez bien, la mésange examine d'abord le dispositif avant de résoudre parfaitement l'énigme.
Pour un oiseau, c'est vrai que c'est assez étonnant ce qu'on a pu voir parce que ces expériences, ces petites manipulations sont mises en œuvre sur des espèces très variées et si on prend l'évolution animale, eh bien, on peut dire que plus on tend vers des espèces évoluées, avec au sommet les primates et l'homme, plus on a des réponses qui sont précises et des taux d'exécution qui sont rapides. Nouvelle épreuve, celle des couleurs. L'idée est simple, derrière quelle couleur se cache la nourriture? Une fois repérée, la mésange n'hésite plus et se précipite systématiquement sur le bleu. Dernier test, les allumettes. Objectif, enlever des bâtonnets, faire contrepoids sur une trappe, avant de soulever dans un ordre bien précis des allumettes. La noix sera alors consommée après un dernier petit effort. Plus la séquence va être longue, plus il va être difficile pour elle de la résoudre. Et si on considère qu'un problème simple va être assimilé à une certaine vitesse, il est évident qu'un problème plus complexe, ça va prendre plus de temps, peut-être pas en temps absolu, mais en nombre d'essais pour résoudre le problème. Un oiseau, quelques grammes de plumes, mais ni son poids ni sa taille ne sont proportionnels à son quotient intellectuel qui, bien évidemment, ne peut se calculer. Parler d'intelligence en ce qui concerne les animaux, c'est très délicat d'un point de vue scientifique parce qu'il est déjà assez difficile de parler d'une pensée consciente. C'est-à-dire, est-ce que les animaux ont conscience de ce qu'ils font lorsqu'ils font cela? Et parler d'intelligence, c'est beaucoup trop avancé. Disons qu'on évalue les capacités des oiseaux à résoudre des problèmes qui, s'ils sont compliqués, demandent peut-être une phase 1 de conditionnement et éventuellement de réflexion, mais c'est ce qui est recherché. Même si ces mésanges sont quelque peu conditionnés, c'est-à-dire entraînés à ces exercices, vous savez désormais ce qu'est une cervelle d'oiseau. Sidecar en danger, équipage en péril, l'engin sort de sa trajectoire à plus de 150 km/h. Nous sommes en Australie pour une compétition de dirt track. Catégorie sidecar, à près de 200 km/h sur un circuit en terre. Ce sont des courses en ovale où les engins n'ont absolument pas de frein, ne peuvent absolument pas freiner. Ils ne peuvent que soit accélérer ou soit jouer sur la compression moteur pour se freiner. Ce sont des courses très vives, c'est 5 tours, 6 tours, c'est acharné. Bref, aucune limite, à fond en permanence. Sur la piste, en course, Matt Brown et Steve Rooney, un couple, un duo expérimenté, en tête de l'épreuve jusqu'à ce virage. J'ai percuté la barrière et je suis passé par-dessus, mais j'ai toujours été conscient. C'est sûr, j'ai vu la terre, le ciel, les étoiles, et puis avant d'essayer de me relever, je me suis dit, ça va plutôt pas mal. Mais en fait, impossible de me redresser. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment des ennuis. Alors concrètement, que s'est-il passé? Pourquoi Matt, le pilote, a-t-il quitté subitement sa trajectoire? L'attelage s'inscrit dans la courbe, on voit le passager qui remplit son rôle et voilà, à ce moment-là, on voit le châssis qui s'écarte. Donc ils sont passés sur un trou, sur une ornière et ça les a complètement mis hors trajectoire. Il a donc suffi d'une petite déformation du tracé pour projeter le side hors du circuit. Ni le pilote ni le passager n'ont réussi à reprendre la trajectoire. Le rôle d'un passager est d'assurer la tenue de route du sidecar et en dirt track, il est renforcé par le fait que le side glisse constamment. Donc il est sans arrêt en train de rattraper les glisses et les problèmes rencontrés par le pilote. C'est lui qui assure toute l'adhérence du châssis. Mais c'est déjà trop tard puisqu'ils sont très vite à l'extérieur et ils arrivent droit sur le mur. Il n'y a plus rien à faire. Steve, le passager, s'en sortira avec une fracture de la jambe. Quant à Matt, il est coupé à la cuisse, a le poignet brisé et la jambe cassée en 5 endroits. À un moment, j'ai pensé que j'allais y passer parce que j'étais allongé et que la seule chose que je pouvais voir, c'était la lumière de la piste. Elle me tapait en pleine figure, mais en même temps, son intensité diminuait de plus en plus. Alors j'ai dit au type qui était près de moi, « Je vais mourir ». Mais lui, il m'a répondu, « Mais non, mais non ». Effectivement, Matt se rétablira rapidement et après quelques mois de rééducation, a promis de remonter en selle. Il faut dire que le side est une folie dont les inconditionnels ne peuvent se passer. Voilà pourquoi en France, par exemple, il s'en vend 600 par an. C'est un engin qui est très spécifique à piloter. Je dirais que c'est l'engin le plus dangereux au monde à piloter et le plus complexe, mais qui est passionnant. Le dirt track en Australie est une discipline extrêmement populaire. Des compétitions sont organisées tous les week-ends. En France, elles sont très rares, voire inexistantes. Certainement pour des raisons de sécurité. Quand
quand un géant des mers désorienté s'approche trop près des côtes. Seule une poignée d'hommes déterminés peut parvenir à lui rendre sa liberté. Sur les côtes de l'océan Pacifique, les habitants d'une petite ville mexicaine assistent, impuissants, à une scène tragique. Un cachalot de 40 tonnes s'est échoué sur un banc de sable. Depuis plusieurs heures, il se débat désespérément pour se libérer. Ses mouvements désordonnés l'ont blessé à divers endroits. À bord d'embarcation, plusieurs personnes entourent le cétacé qui perd beaucoup de sang. Courageusement, quelques hommes se mettent à l'eau et se rapprochent de lui. Ils peuvent ainsi capter ses signaux de détresse. Ce cachalot ne s'est pas retrouvé dans cette situation critique volontairement. Au cours de sa migration, il aurait tout simplement fait une erreur de cap. Il faut imaginer que tous les cétacés ils ont comme un compas dans la tête. Et pour migrer, ils utilisent ce compas pour suivre les lignes de magnétisme terrestre. Et donc les lignes de magnétisme terrestre ne sont pas dans une position constante, mais elles bougent. Et dans ce mouvement, la ligne elle peut tomber sur une plage, sur un presqu'île, sur la côte en général. Les sauveteurs savent qu'ils doivent agir très vite. La marée est désormais descendante et l'animal est d'une grande nervosité. Plus le temps passe, plus il risque de s'asphyxier. Alfredo Barroso, l'un des plongeurs, se souvient de ces minutes angoissantes. Je ne crois pas que le cachalot comprenait ce que nous étions en train de faire. Il était sûrement terrorisé par le bruit des moteurs de bateau. Avec nos mains, on essayait de le pousser, mais sans succès, car il était trop lourd. Quand il s'agitait trop, on était obligé de s'écarter, car à tout moment, il pouvait nous assommer d'un seul coup de queue. En se retournant brutalement, il risquait de nous écraser. Difficile donc d'intervenir face à un animal aussi énorme. Le cachalot est le plus grand et le plus lourd des mammifères marins. Bien, imaginez-vous d'être sous l'eau, de rencontrer un animal comme ça. C'est une baleine de 19 mètres de long, des dimensions énormes et à peu près les mêmes dimensions du cachalot qu'on a vu dans les films. Voilà, le crâne, c'est à peu près 4,50 m de longueur, le corps, les 2 mètres, 2,50 m de diamètre, et jusqu'à la queue, comme je dis, il est 19 mètres. Et le poids, c'est à peu près 40 tonnes. Donc, vous imaginez la difficulté des hommes qui sont autour de cet cachalot pour le sauver, pour le faire bouger. Donc, c'est aussi l'animal qui est stressé, qui bouge violentement. Donc, le danger pour les hommes qui sont autour de lui. Malgré les risques encourus, les sauveteurs n'abandonnent pas. Après avoir essayé sans succès de faire glisser le cachalot du banc de sable, ils lui passent un cordage autour de la queue. Ils espèrent ainsi pouvoir le sortir de son piège en le tirant avec un bateau. Mais cette nouvelle tentative reste vaine. Le cachalot panique et la corde casse. Durant plusieurs heures, ils vont renouveler cette opération. Mais rien n'y fait. Le cachalot semble à bout de force. Il ne lutte plus désormais. Ce type d'animal, il a aussi un comportement un peu spécial parce que dans son groupe, son troupeau, tous les animaux sont habitués à s'aider. Donc à donner une aide à les autres copains qui sont des fois en difficulté. Donc peut-être, lui, il sent ça et il comprend que les hommes sont autour de lui pour l'aider. Le cétacé a probablement compris que sa seule chance de survie était entre les mains de ses sauveteurs. Les experts du Centre des mammifères marins de Californie, arrivés en renfort, mettent en place une nouvelle stratégie. Son principe, continuer de tirer le cachalot par la queue et placer plusieurs bateaux entre lui et la plage. Ils espèrent ainsi que le bruit des moteurs des embarcations va l'effrayer et provoquer chez lui un ultime sursaut. Tout le monde retient son souffle et regarde avec angoisse le cachalot lutter pour sa liberté. Il parvient une nouvelle fois à se retourner, mais ce dernier soubresaut sera salutaire. Enfin, il se libère de son piège et se dirige vers la haute mer. Après tout ce temps, j'étais convaincu qu'il allait mourir. C'est génial. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu ce moment. Le cachalot va pouvoir continuer sa route, un long voyage pour enfin rejoindre les eaux profondes du Grand Nord.
Paul Chapp et sa famille visitent le zoo de Toronto, au Canada. Et c'est par hasard qu'ils vont filmer une scène insolite. Cet éléphant, pris d'une subite démangeaison, a cherché à se gratter contre un tronc d'arbre. Regardez bien ce qui lui est arrivé. Le pachyderme s'est malencontreusement coincé le pied dans un pneu, attaché à l'arbre et destiné normalement à l'amuser. Malgré ses efforts désespérés, l'animal ne parvient pas à se libérer de cette entrave. Il se trouve désormais en équilibre sur 3 pattes. Intrigué par cette situation, ses congénères s'approchent de lui et s'intéressent de très près à son curieux manège. Michael D. nous explique qu'en réalité, ces 3 éléphants sont en train de communiquer. Les éléphants émettent des sons à basse fréquence qui ne sont perçus que par eux. Et ils s'entraident naturellement, comme dans tout groupe social, s'ils entendent un signal de détresse provenant de l'un d'eux. Même en captivité, la harde reste liée par une forte solidarité. C'est maintenant tout le troupeau qui vient à la rescousse de l'éléphant en détresse. On peut alors observer que tous les éléphants s'agitent de manière désordonnée. Cet éléphant-là lui a dit, à sa façon, qu'il doit rester calme et qu'il n'est pas seul. Ces barrissements furieux ne sont en fait que des paroles de réconfort dans le langage éléphant. Le pachyderme prisonnier, rassuré par la présence de ses compagnons, va alors dominer son angoisse. Et dans un ultime effort, il parvient à se libérer. Précipitamment, il s'éloigne de ce lien maudit, alors que ses sauveurs, eux, viennent examiner l'objet du délit. Ils sont tous calmes maintenant. Ils vont renifler le pneu et se demander « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et je vous assure qu'il va se passer un bon moment avant que notre éléphant ne recommence. Bien sûr, puisqu'il a une mémoire d'éléphant. Il voulait planer librement dans le ciel, mais la cime des arbres lui a coupé les ailes. Baptême de l'air pour Carl Kimby. Sous les yeux de son père, il s'offre aujourd'hui un vol en paramoteur. Ce parachute, équipé d'un moteur ultra léger, peut s'élever jusqu'à 4000 mètres d'altitude et se déplacer à une vitesse de 40 km/h. Cette discipline requiert une formation théorique et pratique spécifique et Carl n'a suivi que 3 jours de cours offerts par le fabricant. Il décolle sans problème, prend vite de l'altitude, mais pas suffisamment pour passer par-dessus la cime des arbres. Au ralenti, on distingue parfaitement qu'il lui était impossible d'éviter cet obstacle dont il avait mal évalué la distance. Il se retrouve alors accroché dans les branches à plus de 20 mètres du sol. Une position très inconfortable qui nécessite l'intervention des secours. À un moment, j'ai regardé en dessous de moi. Les branches craquaient et se pliaient. J'étais terrifié. Ce sont les pompiers qui vont le sortir de ce mauvais pas. Seule solution pour l'atteindre, la grande échelle munie pour l'occasion d'une nacelle. C'est la fin de la mésaventure. Carl retrouve en douceur la terre ferme. Un accident qui aurait pu être évité si Carl avait suivi une formation adéquate. Surtout lorsque l'on sait que le paramoteur est considéré comme le sport aérien le plus sûr. Les pompiers ne s'attendaient pas à déployer la grande échelle pour sauver des victimes menacées de noyade. Durant 2 jours, de fortes pluies se sont abattues sur le Texas. Ces précipitations inhabituelles ont transformé un paisible cours d'eau en un véritable torrent. Au milieu des flots, une caravane tractée par un van. À l'intérieur de celui-ci, 2 femmes prises au piège. Les pompiers dirigés par le capitaine Foster vont devoir agir très vite. La puissance du courant était telle qu'elle pouvait à tout instant emporter les 2 véhicules. Je ne pouvais pas rester impuissant et regarder 2 personnes disparaître. Après avoir interrompu la circulation, les pompiers déploient au-dessus de la rivière en crue la grande échelle. C'est Malcolm Foster lui-même qui va prendre la direction des opérations. La grande échelle est conçue pour se déplier en hauteur et non pas à l'horizontale. Et on s'est demandé si elle serait suffisamment longue pour atteindre les naufragés. Et pourtant, il y parvient. Ceinturé par un harnais de sécurité, il descend jusqu'au van, brise la vitre arrière et se penche pour rassurer les victimes. Les 2 femmes étaient d'un calme impressionnant. J'ai demandé « Qui veut partir en premier ?» Et Judy, la plus jeune, m'a répondu « Emmenez ma mère ». Marjorie Johnson, 72 ans, est hissée au bout de la grande échelle. Mais celle-ci se balance dangereusement sous le poids de la victime et celui de son sauveteur. Le camion auquel elle est reliée commence à pencher à son tour. Seule solution, faire contrepoids et soulager les poulies qui menacent de rompre.
Tous les pompiers se mobilisent pour ramener l'échelle à la force de leur seule main. Mission accomplie. Le capitaine Foster doit sans perdre de temps revenir vers Judy. Après avoir été sécurisée à son tour, la jeune femme cramponnée à son sauveteur s'élève au-dessus de la rivière en crue. L'échelle ploie de plus en plus et les autres pompiers sont donc obligés de la manœuvrer en douceur. Malgré quelques difficultés pour rejoindre la berge, Malcolm et Jody gagnent enfin la terre ferme. Soulagement général et direction l'hôpital pour un simple contrôle médical. Depuis cet épisode dramatique, les deux femmes ont déménagé. Elles ne veulent plus jamais voir cette rivière maudite. Ces daims sont à bout de force. Sans l'aide des hommes, ils subiraient la dure loi de la nature. L'hiver est glacial dans le nord-est de la Pennsylvanie. La rivière qui parcourt cette contrée sauvage est entièrement gelée. Dans l'objectif de la caméra de Frank Ottens, un amoureux de la nature, 3 daims immobiles. Les cervidés se sont laissés surprendre par une brutale montée des eaux qui a entraîné la rupture de la glace. Maintenant, la traversée de la rivière est devenue très difficile. Alors que 2 des animaux parviennent à progresser vers la berge, le 3e, lui, n'arrive pas à sortir de l'eau. Par petits bonds successifs, les 2 premiers atteignent la terre ferme et se réfugient dans les bois. Le dernier se débat désespérément dans l'eau gelée. Ses mouvements désordonnés pour se maintenir à la surface l'épuisent. Il ne trouve plus la force de prendre appui sur la glace qui s'effrite de plus en plus. Les gardes forestiers, prévenus par le vidéaste, vont mettre tout en œuvre pour le sauver. À bord d'un canoë, ils tentent de se rapprocher de l'animal. Celui-ci semble résigné à son triste sort. Il est dans l'eau depuis presque 1 heure. Pour se frayer un chemin jusqu'à lui, les 2 hommes doivent briser la glace à coups de pagaie. Parvenu à sa hauteur, l'un des sauveteurs, après un essai infructueux, lui passe un lasso autour du cou. Très vite, il le ramène avec eux sur la berge. Le daim est réchauffé et réconforté. Par miracle, sa longue station dans l'eau ne lui a pas laissé de séquelles. Quelques minutes plus tard, il parvient à se redresser sur ses pattes et retrouve la liberté. Sydney, piste d'Orrin Park. Nous assistons à une course de semi-remorque, un sport très prisé par les Australiens. Pare-choc contre pare-choc, 2 camions s'affrontent à 170 km/h. Lequel des 2 parviendra à doubler l'autre? Au volant du véhicule rouge, Ron Salter serre de près son adversaire, Rodney Creek. Il s'apprête à le dépasser, mais Rodney n'a pas l'intention de lui laisser le champ libre. Il donne un coup de volant pour pousser son adversaire, mais les 2 camions vont trop vite. Ron nous donne sa version de l'accident. Rodney m'a percuté 3 fois durant la course et j'ai décidé que ça n'allait pas continuer comme ça. Malheureusement, nos pare-chocs se sont accrochés l'un à l'autre dans le virage et on a continué droit dans le mur. Quant à Rodney, s'il admet volontiers avoir percuté son rival, il refuse d'endosser tous les torts. Pour lui, l'attitude de Ron a été inacceptable. Il prenait toute la route. J'ai essayé de suivre le mouvement, mais il m'a poussé hors de ma trajectoire. Alors je lui ai donné un coup sur le côté et il a viré à droite, m'a accroché à l'arrière. Mon camion a fait un demi-tour et on a percuté le mur à toute vitesse. Malgré cet accident spectaculaire, ces 2 pilotes amateurs n'ont pas renoncé à leur passion. Ils ont déjà repris la compétition. Ça ressemble à un feu d'artifice ou aux effets spéciaux d'un film de science-fiction, et pourtant ces explosions sont celles de fusées américaines. C'est la fierté des États-Unis, l'honneur de toute une nation. Depuis 1957, la NASA, tous les ans, lance dans l'espace de nombreuses fusées. Très rarement habitées, elles sont destinées à la mise sur orbite de satellites pour des missions civiles ou militaires. En termes de contrôle d'énergie, je ne connais rien de plus puissant que les fusées que nous avons aujourd'hui. Et nos succès sont d'environ 90%, plus souvent entre 95 et 98%. Et pourtant, ces merveilles de technologie connaissent parfois l'échec. Voilà ce qui se passe lorsqu'une fusée n'atteint pas son objectif. Ou pire, lorsqu'elle n'a même pas l'occasion de s'élever. Dans ces fusées, aucun astronaute. Elles ne contiennent fort heureusement que des satellites. Le nouveau défi de l'espace.
Aujourd'hui, vous voyez comment la NASA a évolué. Un homme sur la Lune, c'est loin. Maintenant, on commercialise l'espace en y envoyant des satellites. Satellites de télévision, téléphonie et multimédia. Ces satellites qui bouleversent tous les jours notre quotidien arrivent dans l'espace attelés à des lanceurs. Exemple, le Delta II, au départ ce 17 juin 1997, sur la base de Cap Canaveral en Floride. La fusée décolle avec 1000 kg de technologie à son bord. Lorsque soudain, elle était à environ 450 mètres du sol lorsqu'une partie du moteur a commencé à mal fonctionner. 250 tonnes de débris et de fuel s'abattent alors sur Cap Canaveral. Un bâtiment proche de l'aire de départ est bombardé de boules de feu. L'explosion provoque également un nuage toxique que le vent déplacera au-dessus de l'océan Atlantique. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Outre le satellite et son lanceur, les seuls qui soient définitivement perdus sont les voitures garées sur le parking. Ceci dit, on prend en compte tous ces phénomènes dans la conception du lanceur, dans les trajectoires, dans la protection des individus pour qu'il n'y ait aucun problème. Le seul problème, c'est si ça explose vraiment sur le pas de tir où là on détruit des installations. Et lorsqu'une fusée explose, ce sont près de 2,5 milliards de francs qui sont désintégrés. C'est beaucoup d'argent quand ça part en fumée, mais c'est tellement peu par rapport au budget de la NASA. Et ça fait partie des risques du métier. Le marché l'impose. Ça fait partie des composantes de cette course à l'espace. C'est pour cela qu'après Delta II, voici Delta III. C'est le premier tir de cette fusée, dernier cri de la technologie américaine. L'allumage se fait sans encombre. Mais voilà ce qui se passe 75 secondes plus tard. Un incident technique complexe va faire sortir cette fusée de sa trajectoire. La NASA décide alors de la faire exploser avant qu'elle ne se crache sur le sol. Lorsqu'une fusée telle que Delta III explose, vous voyez les morceaux en feu qui redescendent. Ils sont appelés marques de feu. Dans le cas de la Delta III, ils sont tombés dans l'océan et personne n'a été blessé. Une fusée à l'eau, une déchirure pour les États-Unis, même si la conquête de l'espace passe par ses pertes. L'Amérique est fière d'être la première et la meilleure dans ce domaine de la haute technologie. Une domination sur le marché commercial contestée par les succès actuels des programmes européens. Mais la NASA n'est pas à quelques milliards près pour conserver sa suprématie. Ce n'est ni un combat, ni une étreinte passionnée entre un singe et un homme, mais bien le sauvetage de l'animal le plus proche de l'être humain. Le zoo de Détroit est l'un des plus fréquentés des États-Unis. Sa popularité, il la doit avant tout à son parc de chimpanzés. Dans l'objectif de cette caméra amateur, des singes qui jouent sereinement, tranquillement. Rien à signaler de particulier donc, jusqu'à ce moment. Jojo, un mâle de 80 kg, est tombé dans l'eau qui encercle l'île aux chimpanzés. Un homme s'est porté à son secours et il y avait urgence. Un chimpanzé qui tombe à l'eau est un chimpanzé perdu. Et ceci pour la bonne raison que ces animaux, comme l'homme, ne savent pas nager. Les grands singes, donc l'orang-outan, le gorille et le chimpanzé, sont incapables de nager comme l'homme. L'homme l'apprend, le chimpanzé n'a que rarement l'occasion d'aller dans l'eau, mais il n'apprend jamais à nager. Willem Bischoff est l'un des plus grands spécialistes du chimpanzé. Ses études sur les primates l'ont mené aux 4 coins du monde, comme ici au Congo, où il a pu constater, par exemple, que le singe a une peur farouche de l'eau. Alors, pourquoi, à Détroit, ce singe se retrouve-t-il dans une situation aussi désespérée? Le chimpanzé qu'on a vu sur les images est forcément tombé dans l'eau, il ne l'a pas fait exprès. Mais ce coup du sort, fort heureusement, s'est produit sous les yeux de Rick. Il était KO, il ne bougeait pas. Il paraissait sans vie. J'ai vraiment pensé qu'il était mort. Mais Jojo est bien vivant. Il n'est qu'en état de choc, traumatisé par cette noyade à laquelle il était forcément condamné sans l'intervention humaine. Un chimpanzé adulte, un mâle comme celui qu'on vient de voir sur les images, a une force à peu près 4 fois supérieure à celle d'un homme. Et il ne faut pas oublier qu'il a en plus des canines vraiment de lion. Donc c'est un animal potentiellement très dangereux. Donc cet homme, en théorie, s'est exposé à un très grand risque. Mais c'est que le chimpanzé est tout de même un animal très intelligent, donc il devait être conscient
de l'aide que cet homme lui apportait. Après l'avoir retourné, j'ai vu qu'il me regardait dans les yeux. Le sort et la vie du chimpanzé sont entre les mains de Rick. Le singe s'en remet complètement à son sauveur, qui éprouve néanmoins de grosses difficultés à sortir l'animal de l'eau. Le chimpanzé est légèrement hors de l'eau. Il aurait dû peut-être le prendre dans l'eau pour pouvoir le sortir. Un sauveteur avisé serait sorti et l'aurait tiré après. Mais la détermination de Rick va payer. Jojo est enfin hors de l'eau, sain et sauf. Jojo en hurle de bonheur. Et ce cri s'adresse à un seul homme. Je ne connais pas le langage des chimpanzés, mais je pense que lorsqu'il a poussé son hurlement, c'était pour me dire merci. J'admettrai volontiers qu'il se souviendra pendant longtemps, sinon jusqu'à la fin de ses jours, de ce qui lui est arrivé. Et je n'exclus pas non plus que si cet homme revient un jour au zoo pour se présenter à proximité de cet animal, l'animal sera, cet homme-là, c'est mon sauveur. Oui, mais voilà, pour un chimpanzé sauvé, combien de tués? Et Willem Bishop le déplore. En effet, tous les ans, malheureusement, plusieurs singes décèdent dans les eaux du monde entier par noyade. C'est, paraît-il, le lourd tribut à payer pour ne plus avoir de primates derrière des barreaux. Effectivement, pour contenter les visiteurs, les parcs animaliers ont progressivement remplacé les grilles par des espaces d'eau qui parfois se convertissent en pièges mortels. Quant à Rick et à Jojo, rassurez-vous, tout va bien. Le premier est devenu un héros à Détroit, le deuxième, lui, a parfaitement récupéré. Aujourd'hui, il est l'heureux papa de 2 jumeaux. Un navire militaire, un hélicoptère et des hommes grenouilles, tous ont répondu au même SOS. Tom Scretny et ses amis sont en vacances à Honolulu. Caméra au point, ils filment dès l'aube le port et surtout le Golden Eagle, le bateau qu'ils ont loué pour la journée. Au programme, pêche au gros. Alors que l'embarcation s'éloigne tranquillement du port, le capitaine et ses passagers commencent déjà à mettre en place les lignes et les appâts. Tom, lui, immortalise ses instants privilégiés. À bord, il règne une ambiance décontractée. Soudain, une épaisse fumée s'échappe de la salle des machines. Le capitaine du Golden Eagle lance immédiatement un SOS. Les moteurs sont en feu. J'en ai coupé un, mais je n'arrive pas à arrêter le deuxième. Il va falloir que je descende dans la salle des machines pour l'éteindre, mais je ne sais pas si je pourrais y accéder. Malgré les risques encourus, les passagers restent étonnamment calmes. Gary Hicks détache le canot de survie, le met à l'eau, alors que la fumée envahit de plus en plus le pont du bateau. Heureusement, l'appel de détresse a été entendu et les secours arrivent de toutes parts. Un navire de l'US Navy qui croisait dans le secteur a dévié de sa route et un hélicoptère des gardes-côtes surgit dans le ciel. D'autres plaisanciers ont aussi intercepté le message radio, mais l'annexe du bateau militaire les rejoint déjà. Les plongeurs se jettent au-devant du canot de survie. Le capitaine du Golden Eagle se résout à son tour à abandonner son bateau. J'avais mal pour lui car il a dû laisser son bateau. Cela se terminait bien parce qu'il allait bien, mais c'était triste parce qu'il avait tout perdu. Aujourd'hui encore, les causes du sinistre demeurent inconnues. L'embarcation a été totalement détruite par les flammes. Une perte de 350 000 $, soit plus de 2 millions de francs. Une erreur d'appréciation pour ce skieur de haut niveau. Une chute vertigineuse. Compétition de ski extrême à Crested Butte dans le Colorado. Le champion Darren Glick a 8 points de retard sur le leader de l'épreuve. Pour gagner quelques précieuses secondes, il décide de s'engager sur la pente la plus abrupte. Un passage difficile à négocier entre ces rochers. Après avoir réfléchi brièvement et sondé attentivement le terrain, très vite, les organisateurs alertent les équipes de secours. C'est par le chemin emprunté par Darren que celles-ci parviennent jusqu'à lui. Une lente descente en dérapage pour des skieurs qui, bien que rompus à ce type d'exercice, doivent faire preuve d'une grande prudence. Quelques minutes plus tard, ils trouvent Darren, blessé à la tête mais toujours conscient. Sur place, il lui prodigue les premiers soins. J'ai eu le nez cassé parce que j'ai percuté un arbre, et puis un autre, et puis encore un autre arbre. J'ai également eu une plaie très profonde au niveau du front. Malgré ses blessures, Darren Glick n'a rien oublié de sa terrible chute, ni des quelques minutes qui l'ont précédé.
Lorsque je suis arrivé en haut de la pente, j'ai bien repéré mon passage entre les rochers et j'ai choisi celui qui me servirait de tremplin. J'ai tourné à gauche et puis j'ai sauté, mais... Grosse frayeur pour cet ours qui dégringole du sommet d'un arbre. Et pourtant... Nous sommes à Tallahassee, petite ville de Floride. Cet ours brun de 60 kilos, nommé Boubou, est un fugueur récidiviste. Cela fait plusieurs fois qu'il s'échappe du parc zoologique dont il est pensionnaire. Aujourd'hui, il s'est installé dans un arbre et observe un quartier qu'il n'a jamais exploré. C'était très excitant pour les enfants du coin, car ils n'avaient pas l'habitude de voir un ours en liberté. Mais sa présence demeure malgré tout indésirable. Un vétérinaire, appelé à la rescousse, tire sur lui une fléchette tranquillisante. Mais sous l'effet de la douleur, l'ours grimpe encore plus haut dans son refuge. Enfin, il sombre dans le sommeil et tombe dans l'énorme toile tendue par les policiers. Aussitôt, ces derniers l'installent confortablement à l'arrière d'un camion. Il se réveillera au zoo. Ces spéléonautes n'hésitent pas à prendre tous les risques pour s'engouffrer dans le ventre de la Terre. Péninsule du Yucatan au Mexique. Au cœur de la jungle inaccessible se trouve la plus grande grotte souterraine du monde, la Nohoch-Nashish ou la maison de l'oiseau géant. Un labyrinthe infini et une conquête inachevée pour les spéléonautes. Le premier d'entre eux à y être descendu il y a 10 ans, c'est Mike Madden. L'exploration de Nohoch est une partie importante de ma vie. C'est une aventure comme pour celui qui a gravi la montagne la plus haute, ou pour celui qui a traversé un désert pour la première fois, ou encore pour ceux qui ont découvert de nouveaux continents. On trouve toujours des territoires vierges. Il faut parcourir 8 km pour accéder à la grotte par l'ancienne route Maya. Une traversée difficile où seuls les chevaux peuvent être utilisés pour le transport du matériel. Eric Hutcheson, un cartographe de fond marin, Dan Lintz, un informaticien, et un caméraman, Wes Kyles, ont rejoint Mike pour cette aventure. Ces hommes font partie des meilleurs plongeurs du monde. Après plusieurs jours de marche, ils touchent enfin au but. L'expédition souterraine va pouvoir commencer. Une plongée à risque qui impose le respect de certaines règles. Si vous faites une erreur sous l'eau, vous avez très peu de temps pour trouver une solution. Ce n'est pas mesuré en heures ou en minutes, mais en quantité d'oxygène restant dans la bouteille. Sinon, c'est la mort. C'est pour cette raison qu'ils ont emporté des bouteilles qui leur donnent une autonomie de 7 heures. Dernière vérification du matériel avant de se mettre à l'eau. Cette fois, c'est parti. La grotte obscure est éclairée par les loupiottes fixées sur leur casque qui les protègent en même temps d'éventuelles chutes de pierre. Les concrétions rocheuses et le corail ont été préservés de la lumière depuis 12 000 ans, époque à laquelle la Nohoch était encore en surface. Les plongeurs évoluent dans une eau à 23 degrés, protégée par des combinaisons. Ils progressent au sein d'une immense toile d'araignée qui comporte des tunnels, des passages parallèles, des impasses, un labyrinthe de 72 km. Pour l'explorer en toute sécurité, les spéléonautes déroulent un câble en nylon. Ce fil d'Ariane leur permettra de revenir sur leurs pas, quelles que soient les circonstances. Dans cette aventure, le danger est toujours présent. Les bulles d'air des plongeurs peuvent remonter contre la paroi, s'infiltrer dans les fissures et disloquer des morceaux de roche. D'une seconde à l'autre, l'eau limpide peut devenir totalement opaque. Soudain, une découverte, un nouveau tunnel. Eric Hutcheson complète sa carte tout de suite à l'aide d'un compas et d'un ordinateur. Là, les spéléonautes ont identifié une issue inconnue. L'expédition est un succès, mais l'exploration du gouffre est loin d'être terminée. Il faudra encore de nombreuses plongées pour que la Nohoch livre tous ses secrets.